Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau point lecture. Aujourd'hui dans ce point lecture je vais vous parler de 6 ouvrages, 5 romans et un roman graphique. Du coup on va commencer tout de suite. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Un garçon nommé Noël de Matt Haig, avec des illustrations de Chris Mould chez Helium. Donc c'est un petit livre jeunesse avec des paillettes, je sais pas si on voit les paillettes, qui est illustré. Voilà. Donc dans cette histoire on va suivre un petit garçon qui s'appelle Nicolas. Alors au début il y a un espèce d'avertissement entre guillemets du narrateur nous disant que en gros on va nous raconter la véritable histoire du Père Noël et que si on n'est pas prêt à lire ça, bah qu'on ferme le livre quoi. Et puis voilà, ensuite l'histoire continue. Donc on suit un petit garçon que je disais qui s'appelle Nicolas. Il vit en Finlande seul avec son papa puisque sa mère est décédée. Ils sont très pauvres au point que Nicolas, les seuls cadeaux qu'il ait jamais reçus de toute sa vie, c'est un traîneau que son père lui a fait et un navet qui a été transformé en poupée. Voilà, oui c'est un peu étrange. C'est bientôt, voilà, Noël est dans quelques mois, il sait qu'il ne pourra pas demander de cadeaux, mais finalement Nicolas est un petit garçon qui comprend bien les choses et qui comprend parfaitement que ce n'est pas ça l'important en fait. L'important ce n'est pas d'avoir énormément de cadeaux, l'important c'est l'amour, la santé et tout ça. Sauf que son père, lui, a très envie de ne plus souffrir de ce manque d'argent et de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir nourrir son fils à la fin de son fils, de pouvoir lui faire des cadeaux, etc. Donc quand un jour un bûcheron va lui proposer de partir avec lui en expédition pour essayer de trouver Lutinbourg, donc le pays des lutins, parce que la spécificité de Nicolas et de son papa, c'est qu'il croit en tout ce qui est fée et magie et lutin, etc. Donc voilà, ce bûcheron va proposer au papa de Nicolas d'aller dans le Grand Nord pour trouver Lutinbourg et prouver au roi que Lutinbourg existe. Le papa va dire oui parce qu'on lui promet une énorme somme d'argent, donc il va laisser Nicolas à sa tante qui est genre la vraie méchante, c'est-à-dire qu'elle est abjecte, faut vraiment lire le truc, c'est horrible, elle est ignoble. Un jour Nicolas va en avoir marre et va décider d'aller à la recherche de son père, donc il part dans une folle aventure où il va vers le Grand Nord accompagné d'une petite souris. Donc voilà, les voilà partis tous les deux, lui et sa petite souris. Sur leur chemin ils vont rencontrer un renne. Donc il y a des passages vraiment très drôles, notamment une petite anecdote comme ça au passage. Le renne est assez facétieux et en fait ce qui l'amuse c'est de se retenir un maximum pour qu'au moment où il vole il puisse faire pipi sur les gens. Voilà. Je pense que c'est... Enfin moi ça m'a bien fait rire, je pense aussi que ça peut bien amuser les enfants. C'est une jolie histoire de Noël, une jolie façon de nous montrer qui est le Père Noël. Il y a plein d'aventures, il se passe plein de choses, c'est vraiment très sympa. Il y a 2 autres livres dans cette collection donc, que je vous présenterai dans la semaine pour les lectures de Noël. En tout cas celui-ci était vraiment très mignon. On va rester dans la jeunesse et je vais vous parler de Le singe qui avait soif de Joanne Eoman et de Quentin Blake, donc illustré par Quentin Blake. C'est un petit livre en hardback avec plein de petites histoires. Voilà. Donc on a plein de petites histoires qui sont fort sympathiques. J'ai pas grand chose à vous dire sur cet ouvrage. Je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est un joli cadeau à faire à un enfant. Ou alors un livre à acheter quand on a un enfant parce que... bon, moi en tant qu'adulte j'ai pris du plaisir à lire ça, mais c'est vrai que je pense que le fait qu'il y ait plusieurs petites histoires, le fait qu'il y ait 7 petites histoires, bah ça peut être les 7 histoires de la semaine par exemple, une chaque soir. Je trouve que c'est plutôt sympa en fait d'avoir un livre comme ça avec plein de petites histoires. Voilà, c'était mignon, c'est tout le temps des animaux qui sont mis en scène dans les 7 histoires et c'est assez sympa, j'ai trouvé ça vraiment cool, l'ouvrage est très joli. Donc on a le singe qui avait soif, l'ours et le chien, le choucas insatisfait, la chèvre et la brebis, le héron et la grue, le chaton et la renarde et l'orchestre de la jungle. Voilà, je voulais juste vous le montrer, maintenant je vous avoue que j'ai pas grand chose à vous dire dessus, si ce n'est que j'ai passé un agréable moment et que je pense que ça peut plaire principalement aux parents, hein. Voilà, soyons clairs. On va repartir dans une histoire de Noël et je vais vous parler de Une maman pour Noël de Nora Roberts aux éditions Harlequin. Donc c'est ce petit livre qui est fort joli, qui est très très court, il fait 200 pages tout juste et c'est écrit, je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est écrit vraiment très gros et très espacé. Je l'ai lu en 1h30 à peu près. En plus l'écriture n'est pas dingue, donc forcément ça se lit très vite. Alors,
On suit un papa célibataire qui s'appelle Mac, qui a des jumeaux, Zach et Zik, et Ziki, je ne sais pas, Zik. Il vit dans un petit bled, perdu un peu dans la campagne, petit village américain. Il est assez fortuné, hein, il a quand même de l'argent, sa famille avait de l'argent à la base, donc lui a de l'argent. Voilà, il élève ses 2 enfants normalement, on va dire, avec beaucoup d'amour et d'attention. Les jumeaux ont 6 ans et en fait, cette année, ils ont décidé pour Noël qu'ils voulaient une maman. Alors ils vont pas le dire à leur père de cette façon, par contre, ils vont décider, plusieurs mois avant Noël, de demander au Père Noël une maman, un vélo chacun et une maman, donc ils vont faire la liste de ce qu'ils veulent. Il faut qu'elle soit blonde, qu'elle soit gentille, ceci, etc., etc. Donc voilà, une vraie petite liste de ce qu'ils souhaitent pour leur maman idéale. Et en fait, ils vont attendre que cette maman arrive dans leur vie parce que ça leur manque quand même. On va voir arriver dans la ville une jeune femme qui s'appelle Nell Davis, qui va venir pour prendre le poste de prof de musique dans le lycée de la ville en fait. C'est une femme qui vivait à New York, qui enseignait à New York, et voilà, à qui il est arrivé des choses à New York et qui a choisi de venir s'installer dans une petite ville. Quand les petits garçons vont tomber sur Nell, ils vont décider que c'est elle. C'est la maman qui a été envoyée par le Père Noël, et du coup dans leur tête, voilà, ce sera leur future maman, il n'y a pas de raison. Nell et Mac vont se rencontrer, ça va pas forcément très bien se passer au départ, parce que lui est très... on comprend pas tellement bien, il est désagréable, il est mal poli, je comprends même pas comment elle a pu être attirée par lui en fait, parce que au départ du roman c'est un vrai connard, hein. Clairement, je l'ai pas compris. Va se nouer une relation entre eux très rapidement, le livre fait 200 pages. Et voilà, on suit cette petite histoire dans ce petit village, dans cette petite ville. Alors dit comme ça, il y a tout pour que ce soit sympa. Le problème, c'est que sur le papier comme ça, oui, enfin, en résumé, il y a tout pour que ce soit sympa, mais dans les faits, il y a tout... Mais dans les faits, il y a rien, en fait. C'est-à-dire que ce livre est très creux. Les personnages ne sont absolument pas travaillés, on ne sait... Enfin... Oui, ils sont creux, voilà, c'est creux, les personnages sont creux, leur histoire est totalement creuse, on comprend pas vraiment pourquoi d'un seul coup ils se mettent à copuler n'importe où, et puis en fait, ah bah non je t'aime pas, bon allez viens on se marie, enfin... c'est creux en fait, mais parce que c'est 200 pages. Si moi j'étais entrée dedans en me disant je lis une nouvelle de Noël, peut-être que ça l'aurait fait. Là j'étais partie dans une histoire de on lit un roman de Noël, et c'est creux, voilà, c'est creux, c'est pas creusé, tout est superficiel. Alors le point positif pour moi c'est l'histoire des jumeaux, parce que dans les romans de Noël, j'adore quand on inclut des enfants, mais vraiment j'adore, je trouve que ça donne une petite touche, tu vois. Et ça c'était génial, voilà, c'était le seul truc que j'ai adoré dans cette histoire, c'est les jumeaux qui sont trop mignons, mais finalement on les voit pas tant que ça, parce que c'est survolé, voilà, tout est survolé. Je vais vous dire très honnêtement, c'est pas une mauvaise lecture, ça se lit très bien, ça se lit très vite, tu passes un moment sympa. Maintenant, c'est un livre qui vaut 9,90 €, très sincèrement. Il y en a des bien mieux, mais des bien mieux en lecture de Noël, qui sont tout aussi beaux, hein, parce que c'est vrai que moi, j'avoue, hein, je suis superficielle. J'ai craqué parce qu'il est beau, et parce que, voilà, le résumé me tentait. Finalement, voilà. J'ai claqué 10 balles et je suis un peu dégoûtée. Voilà. Donc, sincèrement... Voilà, si on peut vous le prêter, lisez-le. Maintenant, si vraiment vous êtes méga tenté, allez-y, hein, bien sûr, mais c'est pas un roman que où je vous dirais vas-y, achète-le. D'ailleurs, il ne sera pas dans ma vidéo des recommandations de lecture de Noël, parce que 10 balles pour ça, non. Et d'ailleurs, je me rends compte que l'année dernière, j'avais aussi essayé un Nora Roberts et que j'avais pas du tout adhéré, donc je pense que je vais arrêter, en fait. Je pense que je vais juste arrêter les Nora Roberts, voilà. On va continuer dans les lectures plutôt moyennes et je vais vous parler de Les Crimes de Grindelwald, le texte du film, donc Les Animaux Fantastiques de J.K. Rowling, le tome 2 en fait. Bon alors je l'ai acheté aussi pour ma collection, hein, soyons honnêtes, parce que l'objet livre est juste à tomber par terre. Et j'avais envie de lire le script parce que j'avais beaucoup aimé lire le script du premier film en fait. Et bizarrement, le fait de lire le script m'a coupé l'envie d'aller voir le film. Voilà, j'ai plus du tout envie d'aller voir le film parce que ça souffre du tome 2 en fait. Il ne se passe absolument rien. Voilà, c'est pas compliqué, il ne se passe rien. Alors on retrouve les personnages,
qui sont chacun de leur côté, qui mènent leur vie chacun de leur côté. On nous intègre dans ce tome 2 Dumbledore, donc ça j'ai trouvé ça assez cool. Mais c'est vachement vite quoi. Il se passe vraiment pas grand chose. Alors j'ai aimé être plongée dans cet univers parce que je suis complètement dingue de cet univers, mais je sais pas, il s'est rien passé en fait. Alors j'ai l'impression que c'est une façon de nous introduire le tome 3 où là ça risque de péter sévère, mais sinon il s'est rien passé. Voilà, il se passe rien. Il y a des nouveaux animaux, alors en tout cas dans le script on n'a pas beaucoup de détails, donc c'est vrai que j'aimerais bien savoir à la limite dans le film si c'est plus développé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout en fait. C'est tout. On a Queenie qui est là, que j'adore, on a Jacob que j'adore. Mais je sais pas, c'est tout en fait. Voilà. On apprend des choses sur Dumbledore. Voilà, j'arrête pas de dire voilà, je suis désolée. Mais je sais pas quoi vous dire en fait de ce livre. C'est pas mauvais. Maintenant c'est qu'un script, donc forcément c'est pas très immersif. Mais alors le premier était vachement mieux quoi. L'histoire était vachement mieux. Je parle pas de la forme du texte, je parle vraiment du contenu. Donc voilà, donc je ne sais pas, pour le moment j'ai pas très envie de voir le film. Peut-être que j'irai quand même, justement pour voir s'il y a plus de choses, et puis parce que j'ai envie de savoir pourquoi tout le monde le descend en fait, ce pauvre film. Mais en tout cas le texte du livre était pas fifou. L'avantage au moins c'est que si je vais voir le film, je n'ai pas vraiment d'attente, donc ou plutôt j'y vais plutôt dans un esprit oh ça va pas être terrible, donc je peux être surprise, ça peut être pas mal. Mais voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. On va passer à un roman où pour le coup là j'ai bien plus de choses à dire puisque je l'ai tout simplement adoré. Donc il s'agit d'un trait de fusain de Catherine Itac aux éditions Talent Haut dans leur collection Les Héroïques. Je vous ai déjà parlé de cette collection, je vous ai déjà parlé de cette maison d'édition. Sachez que c'est un des stands sur lesquels je vais me ruer en arrivant à Montreuil. Cette collection pour l'instant j'en ai lu 2 et les 2 je les ai surkiffés. Mais vraiment, donc je peux que vous inciter à découvrir leurs romans parce que vraiment, voilà. Dans celui-ci, on est dans les années 90, on va suivre 4 lycéens, Marie, Monel, et les garçons, je crois que c'est Julien et Samy. Ils sont dans un lycée en fait où ils apprennent à dessiner. Marie est est une jeune fille assez... elle a une famille assez particulière en fait, vraiment, elle a tendance du coup à s'habiller d'une façon assez... pas moderne en fait, elle va pas se mettre en valeur, elle cherche pas à se mettre en valeur ni rien, voilà, elle est comme ça, elle y va juste pour dessiner, elle est très 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 proche de Samy, et Monel et Julien sont très proches aussi de leur côté. Ils vont à un cours en fait apprendre à faire des nus. Alors la première fois c'est une femme qui vient, ça se passe plutôt bien, et la deuxième fois c'est un jeune homme qui s'appelle Joss, je crois que ça se prononce comme ça, qui vient et qui va chambouler la vie de tout le monde. Il va devenir ami en fait avec ce groupe, plus particulièrement avec Samy, avec lequel il va développer quelque chose d'un peu plus que de l'amitié. Et on va avoir un espèce de trio très fort entre Marie, Samy et Joss. Et c'était beau en fait, c'était vraiment chouette de voir cette relation amicale. Et bien sûr, on va vite comprendre que Samy est homosexuel, qu'il est amoureux de Joss. Et dans le roman, on va nous intégrer à peu près à la moitié du livre. On va commencer à nous parler de séropositivité et de sida. Quelque chose qui est très méconnu en fait par les gens, en fait, les jeunes de cette époque. Alors moi je me suis vachement retrouvée dans ce livre. Alors j'ai pas vécu ce qu'ils ont vécu bien sûr, mais parce que j'étais ado fin des années 90, là on est en 92, donc moi j'étais ado quelques années plus tard, et c'est vrai que on parlait beaucoup du sida à l'époque, mais vraiment beaucoup plus qu'aujourd'hui. Il y avait des campagnes monumentales pour les protections et pour les capotes. Il y avait les fameuses capotes à 1 euro ou 1 franc, je sais plus, 1 euro je crois. Il y avait des distributeurs dans les lycées, enfin c'était vraiment hallucinant en fait. On nous en distribuait à la sortie du lycée, on avait plein de réunions, c'était vraiment un sujet très important, et il y avait, moi en tout cas à mon époque, donc vraiment fin 90, on était un petit peu plus dans ce passage de
où on prenait conscience que ça n'arrivait pas qu'aux autres et que ça pouvait aussi nous toucher nous, malgré le fait que on soit pas des Marie couche-toi là, malgré le fait qu'on se drogue pas, etc. Nous on commençait en fait à prendre conscience qu'effectivement ça pouvait aussi nous arriver, que ça n'arrivait pas qu'aux autres. Là, dans le roman, on est vraiment en début 90, où les jeunes sont plus en mode « non mais n'importe quoi, c'est que les gays, quoi ». Voilà, il y a que les homosexuels qui peuvent attraper le sida, en fait, nous, on ne risque rien. C'est vraiment assez flagrant hein, de retrouver ça dans le roman. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'en parle plus assez, en fait, du sida, des protections, etc. Alors oui, c'est peut-être plus intégré le fait qu'il faut se protéger, mais j'ai quand même le sentiment qu'on le rappelle pas assez. C'est juste un sentiment que moi j'ai hein. Et ce livre peut être une belle piqûre de rappel. Donc on va découvrir que certains personnages, particulièrement un voire deux, sont atteints du sida et on va voir l'évolution en fait, pas de la maladie hein, mais plutôt l'évolution, leur propre évolution, comment ils vont accepter ça, comment leur entourage va accepter ça. Alors déjà, il y a eu une première étape où il faut parler d'homosexualité, et ensuite on va parler de ça. On est à une époque, dans le livre, où on est encore en train de dire que ce n'est qu'un cancer gay, et que ça peut ne concerner que les homosexuels. On nous parle de mouvements comme Act Up, on nous parle de beaucoup de choses, et c'est passionnant. Pour tous ceux qui ne connaissent pas tout ça, je pense à toutes ces générations, après la mienne en fait, qui ne savent pas tout ça, parce que je sais qu'il y en a plein qui ne connaissent pas tout ça, vous n'y étiez pas en fait, et on vous en a pas forcément parlé. C'est super intéressant de remonter là-dedans, de découvrir de quelle façon des jeunes se sont mobilisés. C'est vraiment super intéressant, et c'est super engagé, c'était fort, c'était poignant. J'ai adoré ce livre, mais j'ai adoré ce livre. Je peux pas... Je sais pas comment vous en parler sans vous raconter toute l'histoire, mais ce livre est très important, je pense, et il faut essayer de le découvrir. Je pense à tous, alors ceux de ma génération vont se retrouver dedans automatiquement, parce que vraiment, c'est assez fort quand même. Hein. Moi, j'ai eu des flashbacks de mon adolescence, c'était assez dingue. Ceux qui sont un peu plus âgés que moi, alors ça va être encore pire pour eux, parce que pour le coup là, comme c'était 92, moi en 92 j'avais 11 ans, donc j'étais quand même très jeune, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on se reconnaît tellement dans cette histoire que ça donne une autre dimension en fait au roman, et c'est vraiment important en fait, c'est vraiment important de voir cette réaction enfin je sais pas, et puis à l'heure d'aujourd'hui, relire ça, je me dis, ça ne peut être que bénéfique, parce que ça fera prendre conscience en fait que déjà ça permettra aux nouvelles générations de voir comment tout ça a été perçu avant, à quel point on était persuadé qu'on ne risquait rien, à quel point aujourd'hui certains pensent encore qu'ils ne risquent rien. C'est fort dommage, hein, parce que y a pas que le sida, il y a d'autres maladies, et en plus tu peux aussi tomber enceinte, je pense aux plus jeunes, hein, donc la capote c'est pas facultatif les gars, voilà. Enfin quand je dis les gars je parle à tout le monde, hein, on s'est compris. C'est un sujet qui est vachement important, c'est une très belle histoire, on parle d'amour, on parle d'amitié, on parle d'engagement, on parle d'acceptation, on parle de... C'est aussi un roman d'apprentissage, parce qu'on voit ces jeunes grandir et évoluer. C'est tellement plein de choses en si peu de pages. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, je me suis tellement attachée à Marie. Cette adolescente est incroyable, c'est-à-dire qu'elle évolue tellement tout au long de l'histoire, elle a tellement une force, une capacité à accepter les choses, à grandir, elle est ouverte d'esprit, oh j'adore ce personnage. C'est-à-dire que pendant que je lisais le livre, je me disais putain mais elle, j'aimerais vraiment, tu vois, qu'elle existe et qu'on puisse échanger, parce qu'elle est forte en fait, et quand tu vois dans quel milieu elle a grandi, tu te dis qu'elle n'était pas destinée à ça, et c'était génial, j'ai adoré ce personnage, mais vraiment j'ai adoré Marie. C'était trop bien, voilà, je peux que vous conseiller cet ouvrage, n'hésitez pas à le lire, n'hésitez pas à le découvrir. Si vous allez à Montreuil, allez sur le stand de Talent Haut, parce que à mon avis vous allez y trouver des pépites. Voilà, moi je suis sûre d'y aller, je suis sûre de craquer pour plusieurs romans, ça c'est clair et net. Voilà, je vous avais dit que je comptais découvrir quasiment toute la collection hein, des héroïques. Quand j'ai terminé le dernier, j'ai acheté celui-ci. Là, je voulais m'en commander un, et je me suis dit non, Montreuil arrive, donc je vais attendre et je les prendrai sur place. En tout cas, voilà, c'était génial, c'était génialissime.
Alors on va rester dans les sujets pas très gays, hein. Voilà, donc j'ai lu Elle s'appelait Sarah, donc c'est une adaptation du roman de Tatiana Dronet, donc par Pascal Bresson et Horn, donc on est sur du roman graphique, voilà, et ce que j'adore c'est que c'est en noir et blanc, et là en fait les petites têtes blondes, c'est Sarah et sa famille, donc ça ce sont les planches qui concernent Sarah et sa famille. Et là, c'est l'histoire aujourd'hui, donc vous voyez, en noir et blanc. Comme je vous disais dans le vlog, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les traits, et particulièrement la façon dont sont dessinés les méchants, entre guillemets, donc la police française, en l'occurrence. Je vous montre. Vous voyez, c'est principalement des ombres, et je trouve que parfois, justement, sur ces personnages-là, il y a un trait qui est très enfantin en fait, que j'ai beaucoup aimé. Bref, alors pour l'histoire, on a deux histoires en fait. Donc on est en 1942, en juillet 42, où on suit Sarah et sa famille, donc son papa, sa maman et son petit frère. Donc juillet 42, pour ceux qui se remémorent un peu l'histoire, c'est la rafle du Veldiv. C'est vraiment un des... Enfin voilà, c'est une des plus grosses rafles qui s'est passée en France, faite par des policiers français, hein. Alors ça a été commandité par les nazis, mais ça n'empêche que ce sont les Français qui l'ont fait et qui ont fait beaucoup de zèle, hein, puisqu'on leur avait pas demandé les enfants, donc ils ont été très zélés, hein, les policiers français, bref. Donc on suit cette famille qui va être raflée, donc emmenée au Veldiv, sauf qu'en fait au moment où ils vont être arrêtés, le papa est caché à la cave et Sarah est toute seule à la maison avec sa maman et son petit frère. Son petit frère en fait ne va pas être vu au départ par les policiers, du coup il va lui vouloir, il est tout petit, hein, ce gamin il est très jeune, il va vouloir se cacher dans le placard. Sarah va se dire que c'est une bonne idée parce qu'elle va le protéger comme ça, donc il va aller se cacher dans une petite cachette du placard, elle va fermer la clé, garder la clé sur elle et partir. Sarah est persuadée qu'elle va revenir, donc pour elle c'est pas un problème, sauf qu'au moment où ils se font arrêter, leur papa arrive et leur dit je veux partir avec ma famille et tout, donc ils partent tous les trois, sans le petit garçon qui est toujours dans le placard. Ils vont au Veldiv et là on arrive sur voilà, toute la partie historique. Ce qui est assez poignant en fait dans cette histoire, c'est la réaction de Sarah, qui comprend pas et qui le dit ouvertement en fait, et qui dit mais pourquoi ils nous font ça, qu'est-ce qu'on a fait de mal, pourquoi, enfin voilà, elle le dit ouvertement, elle pose des questions, pourquoi. Sarah va avoir une seule obsession, c'est de retourner dans son appartement pour sortir son petit frère du placard, parce qu'elle va vite se rendre compte que ça ne va pas durer que quelques heures, parce que les jours passent, les semaines passent, Sarah va quitter le Veldiv, va être déportée dans un camp. Et la seule chose qui va l'obséder toute sa vie, c'est d'aller chercher son petit frère dans le placard. Je sais pas si vous vous rendez compte du poids pour cet enfant, c'est assez dingue. À côté de ça, en parallèle, on a une autre histoire, ensuite, jeune fille qui s'appelle Juliette, c'est ça ? Non, Julia, qui est une américaine qui vit à Paris, mariée avec un Français, ils ont une petite fille. Elle est journaliste pour un magazine américain et en fait on va lui demander de faire un article pour la commémoration justement de la rafle du Veldiv. Et en fait elle va se rendre compte que le bâtiment n'existe plus, qu'il y a juste une petite plaque dans Paris. Et elle va commencer à vouloir en savoir plus, toujours plus, ce qui va l'emmener en fait à découvrir l'histoire de Sarah. Parce qu'il y a un truc très précis qui va lier en fait ces deux familles. C'était vraiment beau. Alors j'avais déjà lu le livre de Tatiana Dronet, mais quand il est sorti, donc il y a quand même pas mal de temps, j'avais envie de le découvrir autrement. Et très sincèrement, j'ai eu l'impression de redécouvrir le livre. Je saurais pas vous dire si j'ai préféré le roman ou si j'ai préféré ce roman graphique. J'ai adoré ce roman graphique parce que les dessins donnent une dimension assez incroyable à l'histoire. Alors clairement, j'ai pas autant aimé que les chroniques de Francine R, mais j'ai beaucoup aimé. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Et le lire en roman graphique pour moi, c'était voilà, faut avoir l'estomac accroché bien sûr, mais c'était superbe, et cette gamine Sarah qui a une force
incroyable. L'histoire de Julia aussi, donc qui se passe en 2002, est assez poignante parce que donc on a son enquête pour savoir ce qui s'est passé au Veldiv et elle va chercher à trouver Sarah. Je vous laisse découvrir pourquoi, hein, pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Et à côté de ça, on l'a su aussi dans sa vie de femme qui a une quarantaine d'années, qui a une fille qui vit en couple, mais on sent que le couple c'est pas tout rose hein, dans leur histoire, qui va vivre un truc très dur, un truc de femme très dur, qui m'a profondément touchée. Et c'est ça que j'ai adoré en fait, parce que finalement on met une vraie contenance à ce personnage, à Julia, une vraie vie, et on la place vraiment, et du coup on s'attache aux deux en fait. On s'attache à l'histoire de Julia que j'ai trouvée très touchante et très belle, et on s'attache aussi forcément à l'histoire de Sarah, parce que voilà. Et le fait que ces deux histoires... Ah, chair de poule. Le fait que ces deux histoires se rejoignent, c'était dingue, c'était dingue. Je pense que vous pouvez le trouver en médiathèque, il est édité chez Marabout. Pour moi c'est une petite pépite en fait, et ça fait partie de ces romans graphiques que je suis très heureuse d'avoir découvert. Et voilà, malgré le fait, je vous dis que j'avais déjà lu le roman, et bien j'ai de nouveau pris une claque et je l'ai redécouvert autrement, et j'adore ça, voilà, c'était vraiment magique en fait. Donc voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu, que vous avez découvert des titres, que je vous ai donné envie de découvrir la maison d'édition Talent Haut, qui pour moi, pour l'instant en tout cas, sort des pépites. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur leur parution. Voilà, j'espère vraiment que je vous ai donné envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures, s'il y a quelque chose qui vous a fortement interpellé. N'hésitez pas à me dire si vous allez à Montreuil. Voilà, si vous êtes là, moi je serai là le samedi après-midi, c'est sûr. Le samedi matin aussi, je pense, puisqu'il y a un petit déjeuner avec l'équipe Screenéo le matin. Et du coup, je pense que direct après, j'irai au salon. Voilà, donc je serai samedi toute la journée sur le salon, donc je suis extrêmement contente. J'espère vraiment vous croiser, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est tout. Je vous laisse, je vous fais plein de très gros bisous, je vous retrouve en commentaire et je vous retrouve ce week-end à Montreuil.